Depuis que j'ai lu son histoire dans le journal cet été, je rêvais de la rencontrer. Marie-Ève Cool a réussi à se sortir des griffes d'un proxénète. C'est un acte de courage et aujourd'hui, c'est un acte de résilience parce qu'elle vous offre son histoire sans censure, sans tabou, parce que c'est nécessaire de comprendre d'où elle vient. Merci d'être là, Marie-Ève. Merci de l'invitation, vraiment. Ingrid, les grandes rencontres. Tu viens d'une famille qui est comme la mienne, tu viens de la banlieue, d'une famille chrétienne aussi. Tu as grandi dans quelle ambiance avec ta mère, ton père? Oui, j'ai grandi avec ma mère, mon père, ma petite sœur en Montérégie. Une famille super normale, aisée. Aisée financièrement aussi? Aisée financièrement. Tu manquais de rien? Non, on n'a jamais manqué de rien. Mes parents travaillaient fort. Mes parents étaient présents. J'ai eu une belle enfance, honnêtement. Mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. T'étais comment, petite fille? J'étais gênée. Ouais. J'étais gênée. J'étais une petite fille à papa, maman, avant la séparation de mes parents. J'étais bonne à l'école. Je faisais mes petites affaires. J'avais envie d'aller au secondaire, au collège Bourget. C'était un collège privé. C'était ça, j'avais dans le dé. Je savais où je m'en allais. J'étais une petite fille tranquille quand même. Là. Mais c'est la preuve qu'il n'y a aucune prédisposition pour vivre ce que tu allais vivre. Exact. Puis là, aujourd'hui, on brise des tabous puis des préjugés. Ouais. Parce qu'on parle aujourd'hui d'exploitation sexuelle, de proxénétisme. C'est des sujets graves. Et que tu viennes d'une famille puis d'un milieu qui est aussi normal, qui est banal, et que tu sois tombée là-dedans, je trouve ça fascinant et si important d'en parler. Oui, parce qu'il n'y a personne à l'abri. Exactement. À 16 ans, il y a un point tournant dans ta vie? Oh oui, mon père est décédé. Mon père est décédé subitement. Il a fait des mauvais choix suite à la séparation de mes parents. Dans le fond, il a commencé à consommer, tout ça. Il était très, très, très malheureux. Puis, un samedi matin, son cœur a décidé d'arrêter. Quand il est décédé, ça a laissé... un vide immense, immense. Un trou dans ma poitrine que j'ai essayé de combler. Comment tu l'as comblé? C'est quoi cette descente aux enfers-là? Ta crise d'adolescence, comme tu l'appelles, là, super intense. Quand mon père est décédé, moi, il faut dire qu'avec sa consommation à lui, puis je voyais comment il était, la drogue, ça m'a jamais, 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 jamais attirée. J'ai jamais été influencée parce que je voulais pas être comme lui. J'avais peur que si je consommais, j'allais devenir comme lui. Puis c'est une chose qui m'a toujours... arrêtée, en fait. Exact. J'ai commencé à boire et j'ai commencé à rencontrer des gens, puis à avoir des relations sexuelles, des one night, puis à essayer de combler ce vide-là par les hommes. C'est ça ta porte de sortie, ta fuite. Tu sais, quand on a des blessures super intenses, on fuit de diverses façons. Fait que toi, t'as trouvé à la place de, tu sais, d'en prendre soin de cette blessure-là, t'es partie... Je l'ai empirée. C'est ça, tu l'as empirée avec l'alcool, t'allais voir des gars, tu t'auto-détruisais à quelque part. À 100%. 100%, je m'auto-détruisais. À l'époque, on ne le savait pas. Maintenant, oui. Plus tard, j'ai été diagnostiquée de trouble de personnalité limite. Si j'aurais été diagnostiquée, mettons, à ce moment-là, on aurait pu trouver des solutions, mais j'avais un besoin de mettre ma vie en danger constamment. C'est noir ou c'est blanc. Exact. Il n'y a pas de zone grise. C'était à l'extrême. Je buvais à 100 000 0 verre ou une bouteille au complet. Puis là, j'avais commencé à sortir dans les bars. Là, à l'école, mon école secondaire était en face d'un bar. Fait que j'allais dîner là. Fait que là, je buvais. Je retournais pas à l'école. Fait que j'ai lâché l'école, en fait, parce que là, j'y allais juste plus. C'est à ce moment-là que tu rencontres une personne qui... Bon, tu as une relation avec cette personne-là, tu es en couple, ça dure plusieurs années, et tu arrives à te sortir de cette relation-là. Tu es plus vieille, tu as
26 ans? 26 ans environ, ouais. Donc là, Ouais. tu te retrouves sans rien parce que tu n'as pas bâti ta vie dans le sens que tu n'as pas fini tes études. Non. Tu es parti, tu sais, à 16 ans, tu as commencé une descente aux enfers. Ouais. Fait que tu n'as pas pu aller J'ai à mis- l'université, aller au cégep. Non, j'ai mis ma vie sur hold pendant 6-7 ans. Quand tu te sors de cette relation-là, qu'est-ce que tu trouves comme porte de sortie pour réussir à te rebâtir, pour réussir à financièrement arriver à subvenir à tes besoins? Qu'est-ce que tu fais? J'étais sur l'aide sociale maladie, mais avec un appartement. Puis tu sais, j'avais rien, il fallait que j'achète des trucs. J'avais énormément d'aide de ma grand-mère, de ma mère, des choses comme ça, mais j'avais entendu parler des sugar daddy. Fait que dans mon autodestruction et en pensant que c'est une bonne idée, je me suis inscrite sur un site internet pour trouver un sugar daddy. C'est quoi ça, un sugar daddy? Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce qu'il faut que t'offres? Ça ressemble à quoi? Parce qu'il y a, bon, le proxénétisme qui est complètement autre chose. Puis sugar daddy, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ce site-là? Mais c'est comme sugar daddy, puis tu deviens une sugar baby. Mais c'est des gens qui ont des hommes riches, qui ont beaucoup d'argent, qui vont payer pour des sorties, ils vont t'amener en voyage, ils vont payer plein de choses, ils peuvent payer, tu sais, il y a plusieurs, mais tu sais, c'est des gens qui ont énormément d'argent, puis qui vont gâter les filles en échange de services sexuels. Donc, tu dois leur offrir des services sexuels en Ouais. échange. Ouais. Qu'est-ce que tu vivais avec ces hommes-là? T'es partie en voyage? Tu les accompagnais? Oui, je les ai accompagnés dans des soupers, dans des restaurants. Je suis allée dans l'Ouest canadien aussi, accompagner un homme en voyage d'affaires. Je passais du temps avec lui. Il venait chez moi, des fois le matin avant d'aller au bureau, tu sais, puis il me donnait des sous à chaque fois. Ou il y a une autre personne que lui, il me donnait X montant par semaine. En échange, bien, on se voyait 1 à 2 fois semaine pour avoir des relations sexuelles. Comment tu te sens, toi, avec ça? On dirait, je me dissocie de mon corps, mais avec toutes les choses que j'ai vécues, puis le mal-être que j'ai, puis la faible estime de moi, je vaux juste ça. Puis quand je suis sortie de ma relation, mais je me sentais comme un déchet. Je méritais juste ça. Est-ce que tu étais comme sur un pilote automatique pendant ce temps-là? J'ai associé le sexe à l'argent. Fait que j'imagine que, tu sais, c'est un engrenage. Plus que t'en fais, plus que t'as de l'argent, plus que c'est difficile de t'en sortir. Oui, parce que... Puis t'associes en plus le sexe avec recevoir de l'argent. Fait que t'as comme... C'est vraiment comme une prison que t'as créée toi-même. Oui, puis souvent... Puis ça, tu le gères aussi toi-même. Tous les contacts. Il y a personne, il n'y a pas un gourou là, qui gère le tout. Non, gère tout seul. Fait que tu es libre de t'en sortir aussi. Oui, j'ai arrêté souvent. Puis là, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, là, ça fait. Puis soit que je me faisais un copain ou quelque chose comme ça, fait que j'arrêtais. Mais la minute que j'étais... Parce que mes relations duraient vraiment pas longtemps. J'étais pas capable d'aimer parce que je m'aimais pas. Alors, la minute qu'il s'en allait, ben là, je retournais sur le site, je me réinscrivais, puis là, ben, ça recommençait. Le service recommençait, tu sais. Je me disais que j'allais pas avoir de répercussions de ça, mais je me sentais sale, tu sais. Je me sentais des vieux bonhommes qui... Tu sais, c'est pas des hommes de 20 ans, là. Tu sais, je me sentais pas bien. Je me sentais utilisée. Oui. Utilisée. Abusée. J'étais un objet. Une femme objet, tu sais. Est-ce que tu sens que c'est des agressions sexuelles à répétition? Oui. Maintenant, oui. Avec du recul? Avec du recul, il t'achète, dans le fond. Il t'achète du beau linge, il te donne beaucoup de sous, il t'emmène dans des beaux restos, des restos qu'aujourd'hui, je pourrais même pas me payer, là. Tu sais, aller dans l'Ouest, ou tu sais, maintenant, je pourrais aller dans l'Ouest, mais tu sais,
il t'achète, il t'amadoue avec des belles affaires, du matériel. J'étais jeune, naïve. Est-ce que ça t'apportait quelque chose? Non. 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 Tu sais, on part sans tabou. Mhm. J'ai jamais joui. Mhm. J'ai jamais eu d'orgasme, j'ai jamais eu de plaisir à avoir ces relations sexuelles-là. Après un certain temps, tu te fais une amie, ça a fait basculer ta vie au grand complet. Elle savait que j'avais été avec les Sugar Daddy, puis ça faisait quelques mois là, que j'avais arrêté tout ça. Je me rends chez elle, puis je rencontre cet homme-là. Plus vieux aussi? 4-5 ans plus vieux, je pense. Puis, mais quand je suis rentrée dans cet appartement-là, ce jour-là, je ne savais pas que j'allais rencontrer le plus gros malheur de ma vie, tu sais. Ouais. L'homme qui allait me détruire. L'homme qui allait m'enlever tout, en fait. C'est pas écrit dans leur front, hein? Non. Mm-mm. Il ressemblait à quoi? Il est petit. C'est un petit idiot, là. Il est petit. Il a les cheveux foncés, les yeux foncés. C'est quelqu'un de narcissique, pervers narcissique, tu sais, qui fait beaucoup attention à son apparence. Beau gros char. Tout le temps comme bien habillé, bien stylé. Il connaît tout, il sait tout. Exact. Il y a un magnétisme, une aura particulière aussi. Ouais. Fait qu'on discute, puis là, je sais pas, je me souviens plus comment que cette discussion-là est arrivée sur le sujet de... j'ai déjà été sugar baby, tu sais, avec les sugar daddy et tout ça, puis... Ben, c'est quand même un pan important de ton histoire, fait que j'imagine que quand t'en jases, tu jases de toi avec des gens, exact. Ça vient sur le sujet. Puis t'avais pas honte de ça non plus? Non, à ce moment-là, j'avais pas honte, mais j'étais complètement dissociée. On dirait que tout ce que je faisais, c'était pas grave. Mon besoin d'adrénaline, mon besoin de mettre ma vie en danger était plus énorme que tout le reste. Tu testais sans arrêt. 100%. Depuis que tu as 16 ans. Ouais. J'ai poussé les limites, là, à mettre ma vie en danger. Puis lui, j'imagine qu'il sent ça. Parce que c'est le genre de personnes, tu sais, les pervers narcissiques qui vont t'analyser, ils te font parler, ils arrivent à trouver tes failles. On a toutes des failles. Oui, puis c'est pas parce que t'es faible, c'est qu'ils arrivent à trouver c'est quoi ton point faible que je peux exploiter. C'est un pouvoir qu'ils ont, je sais pas, c'est un pouvoir qu'ils ont, là, de cibler les jeunes femmes vulnérables. C'est un pouvoir qu'ils ont. Mais en même temps, tu dis jeune femme vulnérable, mais c'est pas parce que, tu sais, toi, tu viens quand même d'une bonne famille, comme on disait, c'est que lui, il trouve tes vulnérabilités. Exact. À ce moment-là, t'étais pas vulnérable tu sais, t'avais pas de prédisposition. Ça paraissait pas. Moi, j'ai toujours été le genre de personne qui souffre en silence. Je vais être détruite par en dedans, mais c'est pas ce que tu je vais avoir le gros sourire dans le visage, puis jamais personne va le savoir. Parce que j'aime pas montrer cette vulnérabilité-là, tu sais. Beaucoup maintenant aussi, mais j'avais pas envie que les gens me voient comme ça. Fait que quand je l'ai rencontré, j'étais droite. Avec du caractère. Oui. T'es capable d'en avoir. Ouais. Puis là, on discute, puis là, ça rentre sur le sujet. Puis il me dit, moi, j'aide les femmes à mettre des annonces sur des sites pour faire beaucoup plus d'argent. Fait que j'aide les femmes. Ouais. Wow. Ouais. À mettre les annonces sur des sites, le transport, la sécurité, blablabla. Fait que, tu sais, il valorise le pimp, dans le fond. Mais tu ne sais pas encore que c'est un pimp. Il ne dit pas comme ça, mais il ne dira jamais comme ça. Mais... Donc, lui, il te protège, il te sécurise, c'est ça qui te vend, là. Ouais. Il t'aide à te mettre des belles publicités pour que tu fasses encore plus d'argent. Puis, tu sais, on va te bâtir comme ton entreprise, là, c'est ça qu'il te vend. Exact. Puis avec son gros char, puis tu sais, lui, tu vois qu'il y a de l'argent. Tu vas voir, tu vas faire beaucoup plus d'argent,
ça va runner, blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, au début, moi, je veux pas. Je veux pas. Tu t'en es sorti, puis ça te tente pas. C'est ça. Mais là, dans ma relation que j'étais, c'était neutre. Il y avait pas de... C'était routinier, c'était plate, entre guillemets. Il y avait pas ce feu-là. Exact. Toi, t'as besoin et de ce lui, feu-là. il arrive, Puis il allume. et il m'en... Ouais. Il allume un bâton de dynamite. Ouais. Je suis comme, ah. L'adrénaline. Ça s'est terminé avec le copain que j'avais. Et là, je suis rentrée dans l'enfer. Je suis rentrée dans mon pire cauchemar. J'ai décidé de rentrer dans les chambres d'hôtel. Ouais. La Mais pire tu décision. savais pas tout ce qui s'en venait. Non. Il y a, tu sais, tu peux aller visiter des clients ou tu peux rentrer dans les chambres d'hôtel. Ouais. Comment ça s'appelle, ça? Du in-call, Ouais. c'est quand que les clients viennent te voir dans les chambres d'hôtel. Puis les out-calls, c'est quand tu vas chez le client. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'il t'a amené dans une chambre d'hôtel? Ouais. Comment ça s'est passé? J'étais tellement stressée. Je savais pas... Tu sais, j'avais déjà un peu fait ça, mais avec les sugar daddy, tu discutes, tu sais, c'est pas juste... C'est une relation. Oui, c'est ça, on entretient quelque chose, tu sais, des intérêts. C'est ironique, mais ils me parlent de leur famille, blablabla, tu sais. Puis c'est toi qui gères aussi. Oui. C'est toi qui Puis, décides où, exact, quand, quoi, comment, exact, avec qui. Tu regardes les exact. profils. Ouais, tu peux, c'est ça, c'est tu ça. peux choisir. Il n'y a Ouais. personne qui tire des Ouais, ficelles. non. Là, c'est pas ça, là. Non. Fait que lui, il t'a dit, embarque dans mon char. Ouais, on s'en va là. C'est ton premier. Ouais, Ton premier client. Ouais. C'était de l'anal. Wow. Ça, tu savais pas? Non. Parce que toi, tu avais mis une liste de limites qui devait être respectée. Tu sais, j'avais dit, écoute, moi, j'ai pas envie de travailler, parce qu'on va l'appeler travailler, OK? C'est comme ça que... J'ai pas envie de travailler quand je suis dans mes périodes. Tu sais, j'avais mis des... Je veux pas trop hard. De l'anal, je suis pas certaine. Tu sais, il y avait des trucs que... Tu sais, des trucs weird, là, des fantasmes weird que j'avais pas nécessairement envie de vivre. Est-ce qu'il y a une liste de ces fantasmes-là? Ou comment, tu sais, toi, tu disais juste, moi, je veux pas vivre des fantasmes weird, mettons, là. Bien, à un moment donné, au début, je te dirais qu'il m'en parlait. Parce que c'était lui que, admettons, sur l'annonce d'escorte, bien, le numéro de téléphone, c'était comme une application TextNow. C'est lui qui textait aux clients. En se faisant passer pour toi? Exact. OK. Exact. Fait que, mettons qu'il était, je sais pas trop où, moi, j'étais dans la chambre, fait que là, il me textait, mettre un client, puis c'était par des, mettons, H, c'est 1 heure. HH, c'est 30 minutes. Il y a des codes. Ouais. Fait que... Ça, c'est pour pas que la police le retrace. Ouais. Fait que, mettons, il me donnait le temps, il me donnait le montant d'argent, puis genre, ça, mettons, il avait pris des extras anal, c'est un extra, tu sais, des trucs comme ça. Puis mon premier client, c'était un normal. Puis ça, je l'ai jamais raconté, parce que j'ai quand même très honte de ça. J'avais pas de condom. Alors, il m'a sodomisé, pas de condom, pas de lubrifiant, à sec. Wow. Ça a été ma première expérience. Ouais. Je l'ai jamais raconté. Je l'ai jamais raconté. Puis, ça a été ma première expérience. Là, quand que j'ai dit ça, je suis comme, mais pourquoi j'ai pas de condom? Tu sais, pourquoi j'ai pas rien? Moi, c'est une chose que je veux pas faire. Je veux pas avoir de relations sexuelles non protégées. Puis je me suis toujours protégée après, tout le temps. Mais il dit, ah, mais t'as bien fait parce que on aurait perdu cet argent-là, tu sais.
Et que toi, t'es une marchandise, c'est ça qu'il Ouais. dit. Ouais. Mais Ouais. tu viens d'être violée. Ouais. C'est non consentant, Ouais. de façon brutale. Mhm. Fait que toi, le gars là, que tu as rencontré, il t'amène dans une chambre d'hôtel, puis tu es vulnérable dans le sens que tu pas de protection, Je sais tu pas, pas il est rien, où. tu sais pas c'est qui, tu sais Ouais. pas où est le gars qui était supposé te placer en sécurité Exact. à l'intérieur de ce travail-là. Je mets des guillemets partout, là. Ouais. Ouais, Voldemort, moi je l'appelle Voldemort. Ouais. Voldemort, je sais pas il est où. Il me dit qu'il est pas loin, mais c'est je sais pas. Fait que le client il part, il me donne mon argent, il s'en va. Fait que je suis dans la chambre, j'ai mal. Là je suis comme OK. Tu as-tu demandé d'arrêter? T'as subi? J'ai subi. Ouais. J'ai subi en silence. Je comprends. J'ai faké. Je comprends. T'aimais ça. Ben, c'est une protection aussi, hein? Ouais. Ouais. Ça l'a... Là, quand que j'ai dit ça, mais il est allé à la pharmacie, il est allé acheter des condoms. Fait que ça a été mon premier week-end de travail. Il m'a donné les sous. On avait décidé de faire 50-50. Il m'a chargé la chambre. Il m'a chargé son gaz. Ah oui, hein, c'est tous des frais qui venaient Ouais. avec, là. OK. Ouais. Fait qu'il m'a donné l'argent, puis je suis partie. Mais ces bourreaux-là te fait sentir, te désensibilise à ça. Te dit, tu vas voir, on va faire de l'argent. Puis tu sais, je suis partie avec 800$ cette fin de semaine-là. C'est ce que je faisais en un mois avec les prêts et bourses quasiment. Il te fait sentir belle, là, t'es la meilleure. Mais entre-temps, j'ai des relations sexuelles avec lui. Ah, OK. Ouais, c'est ça le point qui me manque pour comprendre, Ouais. tu sais. Fait que lui, est-ce que tu as des relations sexuelles avec lui? Est-ce qu'il y a une relation d'amour qui commence à naître? Est-ce que c'est ça qui te fait miroiter? J'étais attirée par le mode de vie Ouais. qui donnait, tu sais, c'était comme un autre monde. Tu sais, ce monde-là, c'est un autre monde, là. Tu vis de nuit, tu vis de jour. Tu te prépares tout le temps, les ongles longs, les cheveux faits, les déshabillés. Tu sais, t'es belle, tu te sens belle, tu te sens femme. Mais moi, j'ai encore ce trou-là. Mon estime est à moins 1000. Alors que des personnes me disent que je suis belle, que ci, que ça remontait mon estime. Bien, c'est sûr qu'il te valorise, qu'il te Exact. glorifie, qu'il te monte sur un piédestal, Exact. Ouais. puis tu deviens la prunelle des yeux de Ouais. tous ces hommes-là. Tu sais, Exact. ils prennent soin de toi, puis Ouais. c'est ce qu'ils font miroiter. Exact. Mais pourtant, prendre soin de toi, c'est t'amener dans une chambre d'hôtel, puis là, tu vas faire ce qu'on appelle des clients. Donc, c'est ça Ouais. que... Toi, tu sors avec 800$, qui est beaucoup d'argent, fait que Ouais. c'est ça l'engrenage, en fait. Ouais. Tu continues, Ouais. puis tu continues. Ouais. Là, tu découvres qu'est-ce que c'est réellement. Parce que tranquillement, il ne respectera plus aucune de tes limites. Qu'est-ce qu'il ne respecte pas? Rien. Il respecte pas tout ce que j'ai demandé. Il ne respecte pas. Je me suis séparée et là, je me suis ramassée avec Voldemort 7 jours parce que j'avais plus de maison, j'avais plus rien. Je vivais quasiment dans son char, dans les chambres d'hôtel. C'est là, dès le début quasiment, qu'il y a eu une emprise totale sur ma personne. C'est comme si je ne m'appartenais plus. Tu étais rendu à lui. Oui. Il t'a kidnappé. Quasiment. Puis il m'a déjà dit, tu vas voir ma petite bourgeoise. Je vais te montrer c'est quoi la vraie vie. Tu as été élevée dans la ouate. Check ben. Fait que là, il te détruit. Ouais. Puis il me dit, peu importe. Si tu t'en vas, peu importe tu vas être où, je vais te retrouver. Donc la peur s'installe. La peur s'installe à 100%. J'avais une peur bleue de lui. Est-ce qu'il te violente? Il m'a pris à la gorge, il m'a poussé, ouais. Il m'a violenté physiquement et psychologiquement. Il t'a jeté en bas du char? Ouais, je me suis pitchée en bas du char. Il t'a rentré dans des murs? Ouais, il m'a pris à la gorge.
Il t'a pris par le bras. Ouais. Il te contraignait. Il me brassait. Il te brassait. Ouais. Puis lui, souvent. il consommait Ouais. énormément de cocaïne, du speed. La cocaïne, sur certaines personnes, ça peut rendre très agressif aussi, tu sais. Puis, quand que je tombais dans mes périodes, j'étais comme, je veux pas travailler. Il dit, ouais, tu vas travailler, j'ai besoin d'argent. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour vivre. Il dit, tu prends des wipes, puis tu te mets ça dans le vagin. Ben voyons donc. Ouais. Ouais. Mais des wipes, ça va pas dans le vagin. Ben non, ça crée des infections. Oui. Ça crée des grosses infections. Et c'est excessivement douloureux. Ça paraît pas, mais avec les relations sexuelles, les wipes s'en vont dans le fond. Fait que tu te ramasses avec un moton de wipes dans le fond du vagin. Ça fait mal, là. Ça fait tellement mal. Tellement mal. Mais après, va les chercher. Va les chercher. Je me déchirais, là. J'avais des craffings. C'était l'enfer. Puis ils me mettaient dans les chambres d'hôtel. Moi, je détestais faire des hardcore parce que je me sentais pas en sécurité. J'y avais dit, j'aime pas ça. Je me sens pas en sécurité. Ils s'en foutaient. Fait qu'autant ils t'amenaient chez des gens qui te mettaient dans les chambres d'hôtel. Puis là, tu as rencontré aussi tous les fantasmes de ces hommes-là qui ont aucun bon sens. On peut même pas s'imaginer ce que ces hommes-là t'ont demandé. Ouais. Et quand j'arrivais dans les chambres d'hôtel, je savais pas ce que le client voulait. Fait que... Puis moi, fallait que je joue le jeu parce que fallait que le client pense que c'était avec moi qui parlait. Fait que souvent, il me disait « Ah, on a parlé... Ah, excuse-moi, c'est parce que je parle avec beaucoup de personnes, tu sais. » Fait que ça m'est arrivé de faire, tu sais, des histoires de vomi, puis des déviances sexuelles, je vais le dire comme ça. Puis j'étais même pas au courant. Fallait juste que je deal avec ça. Fallait que je subisse. C'est qui ces hommes-là? Des gens, des hommes de toute ethnie, de tout âge. Tu sais, là, quand que les jeunes hommes sortent à 3 heures du matin des clubs, ils sont allumés, ils sont chauds, ils appellent des escortes. Ils sont rough. J'avais des bleus, là, sur mes cuisses et autour du cou. C'était du gros sexe rough, là. Que des fois, t'es comme... Ouais, voyons donc. Ah, il y a des filles qui ont les hanches déplacées ou Voyons cassées. donc, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, des hommes gelés sur le crack, des hommes qui ont fait des lignes de coke sur mon corps. J'ai déjà fait une fin de semaine, puis que c'était de l'anal rough toute la fin de semaine. Tu sais, c'est comme... C'est des sévices... C'est comme des sévices corporels, sexuels, à tous les jours. À tous les jours. Tu te fais toucher par des hommes. Tu te fais regarder par des hommes. C'est comme... Ils voient pas la femme. Ils voient l'objet. Moi, j'ai été un cadeau de fête. On m'a emmenée dans une maison parce que c'était la fête à l'homme. Puis son ami, après, m'a passé dessus. Puis son autre ami m'a passé dessus. C'est tout le temps des agressions sexuelles, par-dessus agressions sexuelles. Mais moi, faut pas oublier que je consommais pas. Ces hommes-là, je m'en rappelle. Ces déviances-là, je m'en souviens. Puis je vais toujours m'en souvenir de ces images-là, là. Je vais toujours me rappeler de leurs mains sur mon corps, puis de
Puis lui, quand je ramenais beaucoup d'argent, « Ah, je t'aime, t'es la meilleure, t'es tellement belle, on va aller loin ensemble. » Mais quand que je faisais pas assez d'argent, « T'es une pas bonne, tu mérites juste ça, t'es grosse, t'es laide, t'es une bonne à rien. » Fait que c'est... Mais je me dissociais de mon corps. T'as pas le choix, c'est un mode de survie. Je me suis dit, si je fais pas ce qu'il me demande, il va me tuer. Ouais. Tu sais, il s'est mis pire qu'il est réellement pour me faire peur. Parce qu'il savait qu'est-ce que j'avais vécu dans le passé. Il savait par rapport à mon père, puis tout ça, que j'avais peur. J'avais peur des hommes. Autant que je voulais combler ce vide-là par un daddy issues, tu sais, j'avais un daddy issues. Mais autant que les hommes me terrifiaient. Parce que j'avais peur d'être violentée encore. Et c'est cette peur-là qui fait en sorte que tu peux pas t'en sortir. Exact. Tu peux pas t'en sortir physiquement non plus. Parce que tu te retrouves sans rien, tu te retrouves sans véhicule, tu te retrouves sans argent, ou presque. Mais j'avais un véhicule à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, j'essaie de voir, tu sais, la question là, que les gens posent tout le temps, là, ouais, mais pourquoi t'es pas parti? Pourquoi t'es pas juste parti? Pourquoi t'as pas juste quitté? Qu'est-ce que tu réponds à ça? T'es détruite complètement. Je vaux rien. Juste ça. ça. Je mérite juste ça. Et t'as peur constamment qu'on te tue. Exact. Si je m'en vais, il va me retrouver et il va me tuer. J'avais peur pour ma famille aussi. J'avais menacé. Il n'a jamais menacé, mais je savais pas jusqu'à où il pouvait aller. De si je m'en vais, mais j'ai un revenu. Je suis pas une femme. J'ai un revenu. Mais dans tout ça, moi, je croyais que je l'aimais. Tu sais, je croyais que... Ah, c'est ça qu'il avait réussi à installer, là. Ouais. Donc, il t'a jamais menacé, je vais te tuer, ou je vais tuer ta famille, ou check bien ce qui va arriver? Moi, oui, ouais. Ouais, toi, moi, oui, mais pas ma famille. Tu passes des mois et des mois à te faire violer de toutes les façons possibles. Ouais. C'est terrible. Ouais. Comment tu arrives à quitter ce milieu-là? Pour la première fois. Oui. Dans le fond, j'avais la géolocalisation sur mon téléphone avec ma sœur. Puis, au cours des mois, je l'ai enlevée parce que, tu sais, je voulais pas qu'elle sache. Ma sœur, elle a eu un feeling qu'il se passait quelque chose. Elle m'a cherché sur les sites d'escorte pendant 3 jours à me trouver. Puis il faut dire que ma sœur puis ma mère, ça faisait 8 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Ma sœur a appelé ma mère. Je vais faire une parenthèse, je peux. Ben oui. Ma mère, son travail est intervenante auprès des femmes victimes d'exploitation sexuelle et ne savait pas que sa fille en était victime. Ma sœur appelle ma mère. Elle dit, je t'appelle pas en tant que mère-fille, je t'appelle de mère à mère. Je vais t'envoyer quelque chose. Mais ça fait 8 ans qu'ils se sont pas parlé, là. Je vais t'envoyer quelque chose. Elle lui a envoyé ma fiche d'escorte. Ma mère est au travail. Il faut qu'on la sorte de là. Ma sœur m'appelle, mais moi, je suis dans une chambre d'hôtel et lui est en face de moi à ce moment-là. Ma mère m'appelle, ma sœur m'appelle. Ma mère, elle me dit, je sais ce que tu fais. Elle m'envoie la fiche. Moi, de panique, je l'envoie promener, puis je raccroche. J'ai un appel d'une policière. Hey, tu dois avoir tellement peur. Je capote. Mais eux ont mis ma vie en danger, mais elles ne savaient pas. Non, c'est ça. Elle ne savait pas qui était en face de toi. Ma mère, là, c'était pas l'intervenante, c'était la maman. La maman qui a entendu des histoires d'horreur. Ouais. Et là, elle découvre que sa fille vit ça. Fait qu'elle est prise de panique, là. C'est pas l'intervenante qui réagit parce qu'il planifie pas. Non, elle est prise de panique.
Elle appelle une agente avec qui elle fait affaire avec le travail, une policière de Longueuil. Elle me téléphone, bonjour, je m'appelle Fanny, je travaille avec ta maman. Je m'en fous, j'ai pas besoin d'aide, va chier, je raccroche. Je suis prise de panique. Lui entend tout ça et il sait ce que ma mère fait dans la vie. Il panique. Mais là, moi, je fige. À l'intérieur, j'en tremble. Je suis en crise d'anxiété solide. J'ai dit, écoute, on va monter un plan. Puis, tu sais, je reviens un petit peu en arrière. Moi, il n'y a pas une nuit que je me suis pas couchée en pleurant, en implorant de mourir et de pas me réveiller. Parce que c'était soit que je mourais parce que je pouvais pas sortir. Dans ma tête, je ne pouvais pas sortir de là. Et je regardais au ciel et j'implorais de venir me chercher. Ouais, c'était le seul moyen de partir. Exact. Puis, quand ça s'est passé, c'est le 23 janvier 2020. Là, tout le monde m'appelle. Fait que là, je le regarde. Je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ma mère veut venir me chercher. Ma mère ne lâchera pas le morceau. Elle va tout faire. Elle va tout faire, là. Si elle te trouve, ça l'ira pas bien, là. Fait que j'ai dit, écoute, va me porter à la belle province. Je vais appeler ma mère. Je vais lui dire de venir me chercher. Mais je vais dire que t'es pas au courant. Tu le protèges. Je le protège. Mais tu le protèges pour te protéger toi aussi. Exact. Mais j'ai vu ce jour-là la porte s'ouvrir de 1 millimètre. Mais je le protège. Je suis encore sous son emprise. Je suis vulnérable. J'ai excessivement peur. Ma mère a fait un trajet qui habituellement prend 1 heure. Elle l'a fait en 25 minutes. Je suis assise avec mes sacs dans le resto. Quand j'ai vu ma mère, je me suis effondrée. C'est sûr. Effondrée. J'ai un enfant. Je serais rentrée dans son utérus, je pense. Elle m'a amenée chez elle. Ma mère est une femme excessivement forte. J'ai jamais vu ma mère à terre. J'ai jamais vu ma mère vulnérable. Cette journée-là, j'ai vu ma mère vulnérable, à genoux en avant de moi, en m'implorant pour ma vie. En m'implorant. J'ai jamais vu ma mère comme ça. C'est la personne que j'aime le plus au monde et je venais de la détruire. Je sentais que... Puis c'est pas du tout ça, mais j'avais honte. J'avais tellement honte de moi. Je me sentais coupable. J'avais peur qu'elle m'aime plus. J'avais peur de la décevoir. J'avais peur qu'elle ait honte de moi. Ma mère, à genoux en avant de moi, pleurant, là. C'est un moment qui est gravé dans ma tête pour le restant de mes jours. Parce qu'elle sait, ta mère aussi. Elle travaille là-dedans, fait qu'elle sait tout ce que tu as vécu. Ouais. Puis elle sait que tu peux y retourner aussi. Ouais. Parce que se sortir de cette emprise-là, c'est excessivement difficile. Vraiment. Puis on a passé 4 jours ensemble. On s'est enfermés 4 jours. Mais lui, pendant ce temps-là, il me texte. Ah oui. C'est du harcèlement sans arrêt. Il a peur que je parle. Il me menace pas. Parce que là, il veut être gentil, tu sais. Fait qu'il me menace pas. T'es-tu correct? T'es-tu en sécurité? Blablabla. Puis à ce moment-là, je le protège encore. Ça faisait 36 heures que j'étais debout quand ma mère est venue me chercher, à jeun. Je me suis lavée et j'étais allée me coucher. Quand je me suis réveillée, on a beaucoup parlé. J'ai raconté en le protégeant, lui, en disant que j'étais une escorte indépendante. Je travaillais tout seul.
Pourquoi tu le protèges encore à ce moment-là? J'ai peur. J'ai peur de lui. Et je crois qu'il va changer, peut-être. Tu sais, j'ai tellement un manque d'amour Puis que d'estime de j'ai toi. besoin d'être aimée. J'avais ce besoin-là d'être aimée. Je croyais qu'il m'aimait. Ben, il a été aussi ton marionnettiste, puis toi le pantin, puis là, on te Exact. coupe les ficelles, puis tu ça. sais plus comment avancer Exact. sans que lui tire Ouais. ces ficelles-là aussi. Ouais. Est-ce que tu te sentais comme une petite fille aussi dans les bras de ta mère? Est-ce que ça te faisait du bien de juste relâcher, pouvoir te reposer, pouvoir dormir en sécurité? Oui, mais j'avais encore cette... J'y mentais encore. Tu sais, j'étais pas 100% honnête, mais j'ai eu un répit de 4 jours. J'ai eu un répit de 4 jours. Il n'y a pas personne qui me touchait, tu sais. Que j'étais pas obligée de me mettre nue. Puis qu'il n'y a pas personne qui touchait mon corps, qui voyait mon corps nu. Au bout de 4 jours, tu sais, il a fallu qu'elle retourne travailler. Elle me demandait si j'étais correcte. Je suis comme, oui, maman. Fait qu'elle m'a installée chez elle. Je l'ai fait rentrer dans l'appartement en lui disant que je ne voulais plus travailler. J'avais plus envie, j'étais plus bien. Je me sentais sale, je me sentais coupable. J'avais plus envie. Puis t'es comme, on s'est chicané. Vraiment, vraiment. Il m'a encore manipulée et il a utilisé la violence physique et psychologique pour me convaincre de recommencer à me prostituer. Quand les clients appelaient ou des trucs comme ça, je bloquais les numéros, puis j'essayais de pas faire de clients. Puis plus qu'il n'y avait pas d'appel, mais plus que sa violence augmentait. Le 8 février 2020, je quitte. J'ai fait des clients. Parce que lui, il devait passer en cours. Fait qu'il me disait que il fallait absolument que je travaille. Il y avait comme une cause en violence conjugale. Puis il fallait absolument que je travaille pour payer son avocat, sinon il allait être dans le marbre. Ça se ressemble beaucoup, hein, la violence conjugale, puisque lui, il te fait vivre l'emprise psychologique, le contrôle coercitif. Ouais. Vraiment, vraiment. Tu sais, puis il me disait tout le temps, mais c'est pas toi, mais je vais aller voir une autre fille, puis elle va m'aider. Elle va m'aider, tu sais. Fait qu'il jouait beaucoup là-dessus. Il jouait sur mon estime. Il jouait sur mon besoin d'amour, tu sais. Fait que le 9 février 2020, je reviens des clients que j'avais fait. Là, t'es plus chez ta mère? Oui, je suis chez ma mère. Ah oui, encore? Oui. Tu y caches ça, elle sait pas? Ben, ma mère était chez son copain, puis elle travaillait. Elle m'avait laissé l'appartement, en fait. Puis, lui, il avait plus de permis de conduire. Fait que moi, il fallait que je prenne mon véhicule. J'avais plus de sécurité, là. S'il m'arrivait quelque chose chez le client, là, mais il y a personne qui allait le savoir. Mais non, t'es laissée à toi-même. Il y avait personne. Puis ça faisait plusieurs semaines que c'est ça qui se passait, parce qu'il y avait plus de permis de conduire. Fait que j'étais sans protection, j'étais sans rien, là. Puis là, il commençait à travailler dans un concessionnaire automobile. Ce matin-là, quand je suis revenue, j'avais pas ramené assez d'argent. Il a pitché l'argent dans les airs. T'es une pas bonne, t'es une bonne à rien, à cause de toi, je vais me ramasser en prison. Il me pogne à la gorge, il me pousse sur le divan. Il me traite de tous les noms. Mais là, moi, ça fait encore plusieurs heures que j'ai pas dormi. Je me dis, c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Ma vingtaine a été de la merde. J'ai vécu vraiment... Ça a vraiment pas été nice. J'ai comme, c'est aujourd'hui que ça se termine. Je suis tannée de vivre. Je suis tannée de ressentir ce trou immense à l'intérieur de moi. Je veux juste plus avoir mal. Je veux juste plus être là parce que j'ai l'impression que toute ma vie, ça va juste être ça, la violence. Psychologique, physique.
et sexuelle. Et je suis plus capable. J'imagine que tu te sens sale aussi de Ça n'a aucun toutes sens. ces mains que tu Ça sens a encore. aucun sens. Même si tu te laves à profusion, là, ça partira jamais, ça. Je me lave. Le 9, quand je suis revenue chez ma mère, puis lui, il m'attendait. Puis on s'est chicané parce que j'avais pas assez d'argent. J'avais pas ramené assez d'argent. Il m'a démoli. J'ai pris une quantité incroyable de médicaments. Les médecins comprennent même. Il n'y a personne qui sait comment j'ai survécu à ça. Donc, tu as fait une tentative de suicide? J'ai fait une tentative de suicide. La seule chose qu'il a fait, il m'a déshabillé, il m'a couché, il m'a violé, puis il est parti. En me laissant là, dans le lit de ma mère, pleine de sperme. Puis lui, il est parti travailler comme si de rien n'était. Il est revenu. Quoi? Je me suis réveillée peut-être 13 heures plus tard, en pleurant parce que j'avais manqué mon coup. J'étais sale. J'avais mon haut. J'avais plus de pantalon. J'étais juste pleine de sperme. Il m'avait laissée comme ça. Et il a osé revenir. J'ai commencé à crier. Toi, tu t'en vas. Je veux plus rien savoir de toi. C'est fini. Puis j'ai dit en passant, s'il m'arrive quelque chose, il y a quelqu'un qui a le nom des hôtels, les montants d'argent, le nombre de clients, l'adresse chez ta mère, chez ton père, ta plaque de char. Mais c'est pas vrai. J'ai dit ça, ça a sorti de même. Il m'a traité de crise de folle, puis il est parti. Où est-ce que tu as trouvé ce feu-là pour te choisir cette journée-là? J'en ai aucune idée. Ça a été le premier pas vers ta libération. Ça a été le 9 février 2020, ma sortie de la prostitution. Quand il est sorti, j'ai appelé ma mère et j'ai dit la vérité. Mais ma mère avait un doute. Tu sais, ma mère le savait, mais elle m'a laissé le béni. Elle aimait mieux m'avoir à la maison en sécurité que pas savoir j'étais où, tu sais. Puis ça a été ma sortie. Et là, ma tentative ratée, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « Relève-toi. Parce que grâce à ton histoire, tu vas aider des femmes. Et tes tentatives, ça fonctionnera pas, tu sais. C'est ça que tu fais aujourd'hui? Tu prends parole? Oui. Pourquoi tu choisis de parler? Je choisis de parler pour les femmes des futures générations, mais pour les femmes qui sont prises dans ce milieu-là, les femmes qui n'ont pas de voix. Je veux donner une voix à celles qui n'en ont pas. Que la sortie de la prostitution, c'est possible. C'est possible. C'est difficile. C'est douloureux. Mais c'est possible. Puis la beauté de la chose, c'est que dans le cheminement et la reconstruction, on n'en meurt pas, tu sais. T'avais une grosse bataille aussi devant toi. Parce que le système judiciaire, il n'est pas parfait. Il est difficile. C'est une longue route. T'as choisi de te battre jusqu'au bout puis de le traîner en cours. Oui, ça a pris plusieurs mois avant que je porte plainte. Je dirais 1 ou 2 mois après, le 9 février, j'ai porté plainte pour agression sexuelle voie de fait. Parce que j'avais peur. J'avais encore très peur. Je savais pas s'il y avait la clé de l'appartement, il savait où j'habitais, puis tout ça. J'ai fait changer les serrures, blablabla. Puis, le 17 novembre 2020, suite à l'annonce qu'une victime avait porté plainte contre lui, j'ai décidé de porter plainte à mon tour. Cette femme-là m'a donné cette force-là et elle le sait. Tu y as parlé? Oui, on se connaît. Tu t'es rendu compte qu'il y en avait plusieurs? Oui. Elle a été
tout de suite après moi. Mhm. Puis elle a porté plainte. Alors j'ai décidé de porter plainte. Alors le 17 novembre 2020, j'ai rencontré mon enquêtrice, Stéphanie, qui allait être assignée à mon dossier. Ouais. Le dossier d'agression sexuelle de voie de fait Il a été acquitté, reconnu non coupable, Ouais. parce qu'il y avait un dossier de proxénétisme qui pendait au bout du nez. Exact. Tu as porté plainte pour ça aussi. Oui, pour proxénétisme, Ouais. comme 10 en novembre. Oui. Fait que, il y avait beaucoup de choses dans le dossier d'agression sexuelle, voie de fait, quand on a passé en cours, que je pouvais pas dire parce que il y avait le dossier de proxénétisme. Oui, puis ça aurait pu nuire. Exact. Mais le juge comprenait pas trop, il était un peu fâché de cette situation-là, mais il m'a assuré que il me remettait pas en doute ma crédibilité. Et que c'était une question de droit et de loi. Fait que j'ai laissé ça. Puis... tu as pu repasser en cours pour le dossier de proxénétisme. C'est un dossier... Ça a été long. 4 ans et demi. Oui. Parce que lui, bon, ça s'appelle la violence judiciaire, là, il faisait traîner le dossier. Oui, il a changé d'avocat. Est-ce que ça a été difficile, le procès? Oh mon Dieu, oui. Tu as dû tout raconter? Oui, dans le fond, lorsque j'ai rencontré l'enquêtrice, on m'a interrogée, tu sais, vidéo. Mm-hmm. Ça, c'était pas facile. Non. Ouais. Non, 5 heures. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Bien, dans le fond, il y avait mon enquêtrice, Stéphanie. Elle va haïr ça que je dise son nom, mais je l'aime d'un amour inconditionnel et je veux la nommer. Stéphanie et son collègue. C'est son collègue qui m'a interrogée. Mais il m'a averti avant. Une perle, cet homme-là. Les détails. Mm. Tu sais, des détails. Ils sont allés dans les petits détails, dans le fond. Fait qu'il a fallu... De ce que les hommes te faisaient? Oui, ou, tu sais, comment que lui était, tu sais, comme tout, là. Tout. Puis, c'est enregistré, j'avais une balle anti-stress, je l'ai démolie, là. J'ai pas versé une larme devant lui. Mm-hmm. Mais après, j'imagine que ça a déferlé. On prenait des pauses. Ouais. Ma mère est restée 5 heures assise au poste de police. Puis ils ont été merveilleux parce qu'ils sont venus dans ma ville, tu sais, au lieu que moi, je me rende à leur bureau, ils sont venus au poste dans ma ville pour me... La minute que, mettons, je sortais pour prendre une pause, ma mère était... Je m'effondrais comme un enfant. Puis la minute que je retournais dans la salle d'interrogatoire, j'ai pas versé une larme. J'étais incapable de me mettre vulnérable devant un homme. Je comprends. Ça a été filmé. Fait que là, il y a eu 5 mois d'attente avant son arrestation. Parce qu'il a fallu que, tu sais, qu'il enquête et tout ça. Est-ce que tu avais peur de lui pendant ce temps-là? Oui. Puis... Est-ce qu'il essaie de te contacter? Non. Il y a un de ses amis, à un moment donné, qui m'a envoyé un message texte en me disant « Hey, t'as-tu un OnlyFans? » Mais j'ai pris un screenshot et je l'ai envoyé tout de suite à mon enquêtrice. Puis, c'était la première fois de ma vie que j'ai décidé de faire confiance à une police. Et c'est à elle que j'ai mis toute ma confiance. Alors, on a eu une première date de procès, je pense 1 an et demi après, puis c'était sur 3 jours. Lui, il a comparé aussi? Il était là? Tu étais là physiquement? 1 semaine avant la date. Puis moi, il fallait que je réécoute mon témoignage. Je devais écouter le DVD, revoir Marie-Ève assise sur la chaise devant le policier, racontant l'histoire. Est-ce que tu t'es rendu compte de tout ce que tu avais vécu? Tu sais, quand tu l'écoutes, là, comme quand moi, j'ai vu le monstre à la télévision, là, ça m'a fait... Vraiment, c'était dans ma face. C'était super difficile. Je me voyais, je me ressentais. Et 1 semaine avant le procès, monsieur décide de changer d'avocat.
Fait que ça a étiré Ça a le étiré. procès. Ouais. Il a gardé le même avocat, finalement. Deuxième date de procès, la même chose. Il décide de changer d'avocat. Ça a été mon enquêtrice, Stéphanie. Je l'appelais, là, en pleurant. Ben, tout ce que tu veux, c'est que ça finisse. Oui, puis à chaque crise, elle a enduré là, mes crises d'anxiété, des appels de 2 heures en pleurant. Je l'appelais tout le temps. Dans le fond, on se parlait vraiment tout le temps, là. Est-ce qu'il y a eu un procès avec témoignage ou il a juste déclaré qu'il était coupable puis a affirmé les faits? Oui, au bout, en juin, me semble fin juin, début juillet cette année, monsieur a décidé de plaider coupable. Alors, mi-juillet environ, on a eu un procès sur sentence. Alors, je me suis rendue à la cour. J'avais pas besoin j'allais pas être contre-interrogée ou quelque chose. C'était vraiment le procureur de la couronne qui a été exceptionnel durant tout le processus, me posait des questions sur les conséquences que ça a eu sur ma vie, qui j'étais rendue aujourd'hui, quel cheminement que j'avais fait. Parce que, tu sais, dans tout ça, à partir du 9, moi, j'avais fait un cheminement incroyable sur ma vie, là. J'ai fait un 180 sur moi. Complètement. C'est quoi les répercussions que ça a eu sur ta vie? Pendant des mois, après le 9 février, j'étais incapable de sortir de chez moi. Le COVID est arrivé, le confinement. J'étais incapable de sortir. Je dormais plus. Je me lavais 3-4 fois par jour tellement que mon corps saignait. J'avais des douleurs physiques incroyables. J'étais incapable d'avoir des relations sexuelles. J'étais pas capable de me faire toucher. Même ta mère, elle pouvait pas te prendre dans ses bras? Non, ça te faisait mal? J'avais la misère. Je me sentais sale. Honteuse? J'avais honte. Je me sentais coupable à un point. C'est fou, hein, ça, Marie-Ève, que tu te sentes coupable et que tu aies honte. Oui. Et tous ces gars-là qui t'ont touché, tous ces hommes-là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui restent impunis, qui n'ont pas de honte. Non. Est-ce qu'ils ont passé en cours? Non. Est-ce qu'il y a une police qui est venue frapper à leur porte pour dire « toi, t'as violé » ? Je pense même pas qu'ils se souviennent de moi. Parce que dans le fond, je suis juste un achat sexuel. J'étais juste un objet pour eux. Est-ce que c'est légal, ça, d'acheter? Non. Non. La loi, depuis 2013, elle a été décriminalisée pour protéger la femme, pour plus que les femmes se fassent arrêter. Mais c'est illégal d'acheter des services sexuels. C'est illégal. Toi, est-ce que tu pourrais sortir tous les noms ou les adresses ou... Les hôtels? Oui. Oui. Mais je travaillais ici à Longueuil. Les hôtels auxquels je travaillais, maintenant, sont démolis. Je suis passée devant un aujourd'hui. Il est démoli. 2 sur 3 des hôtels que je travaillais sur la Rive-Sud est à terre, maintenant. Mais je me souviens des hôtels dans d'autres villes. Ouais. Je suis capable de Est-ce que tu arrives dire. à expliquer pourquoi est-ce que tous ces hommes-là qui t'ont violée à répétition, ils restent impunis? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les arrêter? Puis est-ce que ça te fâche, ça? Oui, ça me fâche. Parce que, est-ce qu'on va en venir à bout un jour de la prostitution? À mon avis, non. Parce que il va toujours avoir de la demande. Les policiers travaillent, ils font leur job, mais les clients qui achètent des services sexuels n'iront jamais en prison. Puis ils se donnent le droit, pour eux, c'est légitime de le faire parce qu'ils payent. Exact. Oui. Exact. Ça me dépasse. Moi aussi. Oui. Moi aussi. Et j'aimerais faire changer les choses. Je pense que sortir publiquement comme ça, je sortirais partout. Puis je veux en parler. Oui. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Puis Marie-Ève, aujourd'hui, est-ce que tu es reconstruite? Est-ce que tes ailes ont repoussé?
100%. Ah oui? J'ai appris à m'aimer. J'ai demandé de l'aide quand je suis sortie de la sortie. C'est un organisme qui vient en aide pour laquelle ma mère travaille. J'ai fait le travail d'une vie en 1 an. J'ai suivi un atelier qui s'appelle la réappropriation de sa sexualité, que maintenant, je donne moi-même. Tu sais, je suis employée de la sortie depuis... C'est de la grande résilience, ça. Ouais. Ouais. Mais j'ai décidé de prendre ma plus grande souffrance puis le plus gros malheur de ma vie et de donner au suivant. Ouais. Et aujourd'hui, voilà 3 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Puis je me suis rendu compte que j'avais jamais aimé dans ma vie. Mais lui, je l'aime. Il est avec moi, il me supporte dans tout ce que je fais. Il m'aide beaucoup à déployer mes ailes, tu sais. Donc, il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir. Oui. Le proxénète, Ouais. il y a eu 20 mois de prison, Ouais. ce qui peut sembler très peu, mais c'est une grande victoire quand même. Honnêtement, oui, puis j'ai décidé de sortir. J'avais été approchée pour que le procès soit médiatisé. Le 12 août, je me suis rendue à la cour pour la sentence. Ouais. 20 mois, c'est peu. Mais dans mon métier d'intervenante, j'ai accompagné des femmes. C'est 12 mois, habituellement. Ils font le 2/3. Fait que, tu sais, ils vont rester quoi, 9 mois, 8-9 mois. Lui, il a pogné 20 mois avec probation, thérapie et avoir donné un échantillon de son ADN. 20 mois, j'étais très satisfaite parce que ça se voit pas souvent. Et je l'ai vu menotter et partir devant mes yeux. Et durant tout ça, il m'a jamais regardé dans les yeux. Donc, c'est toi qui avais la tête haute, Ouais. les épaules fières, le regard franc. Ouais. Puis lui, il a baissé la tête. Ouais. J'étais avec ma famille, j'étais avec ma meilleure amie et j'étais avec sa victime de violence conjugale, qui était son ex-conjoint. J'étais avec elle, qui était avec moi, et on se serrait la main. Aujourd'hui, tu prends parole pour toutes les petites filles aussi qui nous écoutent, qui ont 12 ans, parce que ça commence à 12 ans, puis ça, on le sait pas. Toutes les petites filles, toutes les jeunes femmes qui sont prises ou qui peuvent tomber dans le cycle infernal de l'exploitation sexuelle. Il faut faire attention à tous ces signes-là. Puis je pense qu'à travers ton discours, ton histoire, ben, tu vas pouvoir sauver des vies. Donc, merci. Merci d'avoir pris parole publiquement, à visage découvert, que la honte change de camp. Tu peux marcher la tête haute, les épaules fières pour le restant de tes jours. Tu es une grande guerrière. J'ai mis cette épreuve-là derrière moi. C'est classé, c'est fini. Je me tiens droite, je me tiens fière. J'ai pas honte de ce que j'ai vécu. Puis si ça serait à recommencer, je le ferais à 100% pour être la femme que je suis aujourd'hui. Pour avoir connu l'amour. Bien, être saine, avoir une relation saine, avoir une sexualité saine. Puis d'aider toutes ces femmes-là qui ont vécu la même chose que moi. Merci. Merci.